Ma petite amie m'a dit, tu es intimidée par ma réussite. C'est pour ça que tu me tires vers le bas. Moi, je suis sapeur-pompier professionnel. Elle travaille dans le marketing. J'ai répondu, tu as raison. Puis, la même semaine, je suis entré dans un immeuble en feu, j'ai aidé à évacuer 3 personnes et mon visage s'est retrouvé à la une des médias nationaux, au moment précis où ses collègues ont commencé à lui demander si elle sortait avec ce héros dont tout le monde parlait. J'ai 32 ans. Je suis sapeur-pompier professionnel depuis 9 ans. Aujourd'hui, je suis conducteur d'engin dans mon centre de secours, ce qui veut dire, dans les faits, que je prends le volant du fourgon, que je gère la mise en œuvre du matériel hydraulique et que je fais ma part comme tout le monde quand la situation l'exige. Avant ça, j'ai passé 6 ans à intervenir à d'autres postes, à apprendre le métier dans ce qu'il a de plus concret, de plus fatigant et de plus vrai. Ce n'est pas une carrière qui rend riche. Mon salaire tourne autour de 59 000 € par an et, avec les gardes supplémentaires et les heures en plus, je peux monter à environ 71 000 € sur une bonne année. Je travaille sur des gardes de 24 heures. Je rentre chez moi avec l'odeur de fumée incrustée dans les vêtements. J'ai des marques sur les avant-bras dont je ne parle pas dans les soirées. C'est un métier honnête. J'en suis fier. Mon ex travaillait dans le marketing pour une entreprise technologique. Une société bien installée, avec des clients grands comptes, des présentations très soignées et des intitulés de postes en anglais à n'en plus finir. Elle était responsable grand compte senior. Elle gagnait autour de 130 000 € par an, ce qu'elle rappelait souvent. Au début, ce n'était pas vraiment désagréable. C'était plutôt dit sur le ton de la surprise, comme si elle s'étonnait elle-même d'en être arrivée là. Un truc du genre, c'est fou, quand même, d'être payé comme ça à notre âge. Puis, avec le temps, la manière a changé. Les mêmes phrases, mais avec une pointe plus nette, plus comparative, plus coupante. Nous sommes restés ensemble pendant 2 ans. La première année était formidable. Le fait que je sois pompier lui plaisait énormément. Elle venait au repas du centre de secours, prenait des photos devant le fourgon, les publiait avec des légendes du genre mon héros, et elle adorait raconter à tout le monde ce que je faisais. C'était son anecdote préférée sur notre couple. Elle aimait l'image que cela donnait. Le tournant s'est produit environ 1 an plus tard, quand elle a obtenu sa promotion. Plus gros salaire, plus gros portefeuille client, plus gros titre, et visiblement quelque chose en elle qui s'est mis à gonfler avec le reste. D'un coup, le côté pompier n'était plus charmant. C'était devenu, à ses yeux, quelque chose qu'elle tolérait. Elle a commencé par de petites remarques. Presque rien, au début. Tu sais, tu pourrais reprendre des études. Aller vers quelque chose avec davantage de perspectives d'évolution. Le compagnon de ma collègue vient d'être nommé associé dans son cabinet, c'est impressionnant, non? Je ne dis pas que ton métier a un problème, mais tu n'as jamais envie de plus? Le mot plus revenait souvent. Comme si ce que j'avais n'avait aucune valeur par lui-même. Comme si faire un métier difficile, utile, concret, où les décisions ont de vraies conséquences, relevait d'un manque d'ambition. Puis il y a eu ce dîner. Elle avait été invitée chez son vice-président pour une réception privée. Le genre de soirée où chacun apporte une bouteille de vin dont le prix dépasse ce que je dépense souvent en repas pendant une garde. Elle m'a dit de mettre une veste et, si possible, de ne pas parler tout de suite de mon métier. Je lui ai demandé, et je suis censé dire quoi, exactement, quand on me demandera ce que je fais? Elle a répondu, dis simplement que tu travailles dans la sécurité civile, ça fait plus professionnel. J'ai gardé ma chemise habituelle, propre, simple, rien d'extraordinaire. Pendant le dîner, quelqu'un m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai répondu, je suis sapeur-pompier. Le sourire de ma petite amie s'est figé d'un seul coup. Sur le moment, l'homme qui m'avait posé la question s'est montré sincèrement intéressé. Il m'a demandé comment se propage un départ de feu dans un bâtiment, comment fonctionnent les détecteurs, ce qu'il fallait vérifier chez soi. Il a même voulu me montrer l'installation qu'il avait fait poser chez lui. Il était poli. Curieux. Normal. Sur le chemin du retour, elle a explosé. Tu te rends compte de l'image que ça donnait? Tout le monde parlait d'acquisition, de croissance, de lancement de produits, et toi, tu détaillais la propagation d'un feu dans les gaines techniques. Je lui ai répondu, c'est lui qui m'a posé la question. Il s'intéressait vraiment à ce que je faisais. Il m'a même posé plusieurs questions de suite. Elle m'a coupé, ce n'est pas le sujet.
J'ai demandé, alors c'est quoi, le sujet? Et c'est là qu'elle a lâché la version complète de ce qu'elle préparait depuis des mois. Le sujet, c'est que tu es intimidé par ma réussite et que tu me tires vers le bas. J'essaie de construire une vie qui corresponde à l'endroit où je vais, et toi, tu es coincé dans un travail qui n'a pas bougé depuis tes 23 ans. J'ai besoin d'un partenaire à la hauteur de mon ambition, pas de quelqu'un qui se contente de rester exactement là où il est. J'ai laissé le silence s'installer dans la voiture. Long, lourd, sans musique, sans rien pour l'adoucir. Puis j'ai dit, tu as raison. Elle s'est tournée vers moi. Quoi? J'ai répété, tu as raison. Tu as besoin de quelqu'un qui corresponde à ton ambition, et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui ne considère pas qu'aider les gens à vivre est un sujet embarrassant dans une conversation. Alors arrêtons de perdre notre temps. Elle a immédiatement tenté de reculer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que. Je l'ai coupé. Tu l'as dit très clairement. Je te freine, donc je te laisse partir. Elle n'a pas cru une seconde que j'étais sérieux. Elle pensait sincèrement que c'était le moment où je me mettrais à me justifier, à m'excuser d'avoir mal pris ses remarques, à promettre de travailler sur moi-même. C'était le schéma habituel. Elle appuyait, je protestais, elle reformulait tout cela comme un souci pour notre avenir, et je finissais par céder. Cette fois-là, non. En rentrant, je lui ai dit que nous devrions prendre de la distance. Elle a répondu que je surréagissais à des critiques constructives. Je lui ai dit que des critiques constructives ne consistaient pas à expliquer à son partenaire que sa carrière vous faisait honte. Elle est partie dormir chez une amie ce soir-là. C'était un jeudi. 4 jours plus tard, le lundi, ma garde a commencé à 6 heures. Vers 14 heures, nous avons été déclenchés pour un incendie dans un immeuble d'habitation. Un bâtiment de plusieurs étages, occupé par plusieurs familles. À notre arrivée, une fumée épaisse sortait des 2e et 3e niveaux. Sur le trottoir, une femme criait que ses enfants étaient encore à l'intérieur. Je ne vais pas transformer cela en scène de film, parce que ce n'en est jamais une. Un feu, ce n'est pas spectaculaire quand on est dedans. C'est chaud, bruyant, opaque. On avance presque à l'aveugle. Le masque se couvre de buée. Le corps vous dit de reculer. La formation vous dit de continuer, correctement, méthodiquement, le plus vite possible. Nous sommes entrés. Mon capitaine et moi avons pris la cage d'escalier intérieur. Au 2e étage, j'ai trouvé 2 enfants dans une chambre. Une petite fille d'environ 6 ans et un garçon d'environ 4 ans, cachés sous un lit. Je les ai pris tous les 2 et je les ai redescendus pour les confier aux secours médicaux. Puis un voisin a signalé qu'une dame âgée vivait au 3e étage et qu'elle se déplaçait difficilement. Je suis reparti à l'intérieur avec un autre collègue. Nous l'avons trouvée dans une pièce au fond de l'appartement. Nous l'avons aidée à sortir. Au moment où nous sommes revenus dehors pour la 2e fois, la situation au 2e étage s'était nettement aggravée. Si nous avions perdu encore 2 minutes à l'une ou l'autre entrée, l'issue aurait pu être tout autre. Les enfants allaient bien. La dame a été hospitalisée pour inhalation de fumée, puis s'est rétablie. Personne n'est mort. Une équipe de télévision locale se trouvait non loin de là pour couvrir un accident de circulation et s'est redirigée vers l'incendie. Ils ont filmé ma sortie de l'immeuble avec les 2 enfants dans les bras, le visage noirci par la suie, le casque de travers, sans la moindre mise en scène, juste le moment tel qu'il était. Les images ont été reprises par une chaîne régionale, puis par des médias nationaux. Le mardi matin, c'était partout. Mon capitaine a donné l'interview. Mais à l'écran, c'était moi. Mon nom. Mon visage. Ma séquence. Le titre ressemblait à quelque chose comme « Un sapeur-pompier sauve 3 personnes dans l'incendie d'un immeuble ». Je me suis réveillé le mardi avec plus de 200 notifications sur mon téléphone. Des messages de ma famille, d'anciens amis, de collègues de l'école départementale, de gars avec qui j'avais fait mes premières gardes. Mon lieutenant m'a envoyé un lien vers un article relayé sur un grand site d'actualité avec ce message « Tu es célèbre, mon frère. Ne prends pas la grosse tête. » Mon ex, elle, ne m'avait pas écrit une seule fois depuis le jeudi soir. Pas un message, pas un appel, rien. Jusqu'à ce qu'elle voie les informations. Premier rebondissement. Son premier message est arrivé le mardi à 11h43. Oh mon Dieu. Est-ce que tu vas bien? Je viens de voir les informations.
J'ai répondu, oui. Merci. Elle a renvoyé presque tout de suite, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que c'était toi. On peut parler? J'ai répondu, je suis encore de garde jusqu'à demain matin. Je t'appellerai après. Je ne l'ai pas appelé après. Pas parce que j'avais oublié. Parce que je n'étais pas prêt. Je devais déjà remettre de l'ordre dans ce que je ressentais. La vérité, c'est qu'après l'intervention, j'ai tenu sur l'adrénaline pendant plusieurs heures, puis j'ai pris de plein fouet le contre-coup. Je suis resté assis dans le vestiaire à fixer le mur. Mes mains se sont mises à trembler, pas pendant l'intervention, après. C'est souvent comme ça. Le corps serre les dents tant qu'il le faut, puis il vous présente la facture quand le danger est passé. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche, j'ai dormi presque 14 heures et, quand je me suis réveillé le mercredi soir, je me suis retrouvé devant une situation à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Mon ex avait publié quelque chose sur l'incendie sur Instagram. Pas un simple message privé. Pas un sobre mot de félicitations. Non. Elle avait republié le sujet d'actualité dans sa story avec une légende du genre, quand ton copain est littéralement un héros. Et elle m'avait identifié. Ton copain. Elle m'appelait son copain. Après notre dispute de jeudi. Après m'avoir expliqué que ma carrière la freinait. Après m'avoir parlé comme si j'étais un poids mort dans sa trajectoire. Après être parti dormir chez son ami pendant 4 jours sans un seul signe de vie. Mais au moment précis où mon visage passait sur les chaînes d'information, me revoilà promu compagnon officiel. Et cela ne s'est pas arrêté là. Une de ses collègues, une femme avec qui elle déjeunait régulièrement, avait vu le sujet et m'avait reconnu grâce à d'anciennes publications qu'elle avait vues à l'époque où mon ex aimait encore se montrer avec un pompier. Le mercredi, au travail, cette collègue lui a apparemment demandé « Attends, c'est toi qui sors avec ce pompier dont tout le monde parle? Celui qui a aidé à faire sortir les enfants ?» D'après ce que j'ai appris plus tard par un ami commun qui travaillait dans la même entreprise, mon ex n'a pas simplement répondu oui. Elle s'est lancée dans un récit complet. Elle a raconté qu'elle avait été terrifiée en apprenant l'incendie. Qu'elle était restée collée aux informations. Qu'elle avait toujours su que j'étais destiné à accomplir ce genre de choses. Elle a parlé pendant une vingtaine de minutes dans l'espace pause, en se peignant en compagne inquiète, fidèle, admirative. La même femme qui, 4 jours plus tôt, m'avait dit que mon travail n'était pas à la hauteur de son ambition. Ses collègues ont tout gobé. Elle est devenue, dans leur univers, la femme qui sort avec le héros des informations. Le lien a circulé dans leurs canaux de discussion interne. Quelqu'un l'a identifié dans le fil. Elle recevait exactement le type d'attention qu'elle comprenait le mieux, celui qui se mesure en réaction, en regard, en validation sociale. Et elle en profitait. Le mercredi soir, elle m'a écrit, « Les gens au bureau n'arrêtent pas de me poser des questions sur toi. Ils veulent te rencontrer. Mon vice-président a dit que tu devrais venir au prochain apéritif d'équipe. C'est quand même bien, non ?» J'ai relu ce message plusieurs fois. Le même vice-président chez qui elle m'avait conseillé de ne pas dire que j'étais pompier. Le même milieu devant lequel elle avait voulu me faire passer pour quelque chose de plus acceptable, de plus présentable, de plus vague. Et maintenant, elle voulait m'y amener comme une pièce de collection. Je lui ai répondu, je croyais que je n'étais pas censé parler de mon métier. Elle a écrit, c'était différent. J'étais juste nerveux ce soir-là. Franchement, ne m'en veux pas encore pour ça. Je n'ai pas répondu. Le jeudi, elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir, avec des plats thaïlandais à emporter d'un restaurant que j'aime bien. Elle est entrée comme si la semaine précédente n'avait jamais existé. Elle a posé le sac sur la table, m'a embrassé sur la joue et a dit, « Tu m'as manqué. » On oublie cette dispute idiote et on repart sur de bonnes bases. Je l'ai regardée et j'ai demandé, « Quelle dispute ? Celle où tu m'as expliqué que ma carrière te faisait honte ou celle où tu m'as dit que je te freinais parce que je n'étais pas assez ambitieux ?» Elle a dit, « J'étais stressé. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. » J'ai répondu, « Tu pensais chaque mot. » Et ce n'était pas la première fois. Cela fait 6 mois que tu en dis des versions différentes. Le dîner, c'était juste la première fois où tu as formulé la phrase en entier. Elle a changé de stratégie. Elle s'est mise à pleurer. Elle a juré qu'elle était fière de moi, que voir les images avait tout remis en perspective, qu'au fond elle avait toujours su que ce que je faisais avait de l'importance et qu'elle était désolée de m'avoir fait sentir inférieur. Je lui ai dit, il y a 4 jours,
tu voulais que je me présente comme quelqu'un de la sécurité civile au lieu de dire que j'étais sapeur-pompier. Aujourd'hui, tu republies les images de l'intervention sur Instagram et tu racontes à tes collègues que tu es ma petite amie. Laquelle de ces deux versions est la vraie? Elle a répondu, celle-ci. Celle qui est assise devant toi et qui te dit qu'elle avait tort. Je lui ai dit, tu n'es pas ici parce que tu as compris que tu avais tort. Tu es ici parce que mon métier est devenu suffisamment impressionnant pour être validé par ton cercle social. Ce ne sont pas des excuses. C'est un repositionnement. Là, elle a vraiment pleuré. Pas la version maîtrisée. La version frustrée, désordonnée, de quelqu'un qui comprend qu'il a été rattrapé par les faits et qu'il n'a pas de bonne sortie. Elle m'a dit que je la punissais pour avoir été honnête sur ses sentiments et que, manifestement, je ne voulais pas que cela fonctionne. Je lui ai répondu, moi, je voulais que cela fonctionne quand tu me traitais comme quelqu'un d'inférieur. Toi, tu ne le voulais déjà plus. La seule chose qui a changé, c'est qu'une caméra a filmé mon travail, et cela ne devrait pas être le prix à payer pour que tu le respectes. Elle est repartie en laissant le repas thaïlandais sur place. Deuxième rebondissement. Le cycle médiatique est passé à autre chose en une semaine, comme toujours. Mais pas ce qui se passait dans ma vie personnelle. Mon ex a très mal encaissé le rejet. Pendant les 10 jours qui ont suivi, elle a lancé ce que je ne peux décrire que comme une campagne sur plusieurs fronts, soit pour me récupérer, soit pour réécrire entièrement l'histoire à son avantage. Premier front, les amis communs. Elle a commencé à appeler des gens que nous connaissions tous les deux pour leur dire que j'avais changé après l'attention médiatique, que tout cela m'était monté à la tête. Elle racontait dans notre cercle d'amis que j'étais devenu froid, arrogant, méprisant et qu'elle avait le cœur brisé parce qu'elle m'avait soutenu de bout en bout avant que je la rejette. Mon ami ambulancier, qui me connaît depuis 7 ans et qui n'a aucune patience pour les absurdités, m'a appelé en riant à moitié. Il m'a dit, ta copine vient de dire à ma femme que tu es devenu insupportable depuis l'article. Ma femme a répondu que tu t'es pointé à notre barbecue le mois dernier en croc et en t-shirt taché. Donc non, tu n'es pas devenu une vedette prétentieuse. Deuxième front, sa mère. Sa mère n'a pas appelé moi. Elle a appelé la mienne. Ma mère est une ancienne infirmière scolaire. Elle a rencontré mon ex exactement 4 fois. La mère de mon ex lui a expliqué que je brisais le cœur de sa fille, que j'étais cruel de ne pas lui laisser une seconde chance. Ma mère l'a écouté calmement puis a répondu, mon fils entre dans des immeubles en feu pour vivre. Si votre fille pense que ce n'est pas assez bien, je ne vois pas très bien ce que je peux ajouter. Apparemment, la conversation s'est arrêtée là. Troisième front, et c'est celui qui m'a le plus dérangé. Elle a essayé d'utiliser la famille que j'avais aidé à sortir pour me faire culpabiliser. La mère des 2 enfants avait donné une courte interview à une chaîne locale pour remercier les pompiers. Elle m'y mentionnait par mon prénom. C'était simple, sincère, très digne. Ce sujet a circulé localement. Mon ex l'a partagé dans sa story avec une légende du genre, c'est l'homme que j'aime. Je serai toujours sa plus grande supportrice, quoi qu'il arrive. Elle utilisait la gratitude d'une mère dont les enfants venaient de traverser une situation grave comme décor pour sa propre réécriture. Quand j'ai vu ça, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Pas exactement de la colère. Plutôt de la netteté. Le moment où l'image entière apparaît enfin. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. Probablement convaincue que je revenais sur ma décision. J'ai dit, retire cette publication avec la mère et ses enfants. Elle a répondu, quoi? J'ai répété, retire-la. Ce sont de vraies personnes qui ont vécu quelque chose de réel, et tu t'en sers comme accessoire pour mettre en scène une relation qui n'existe plus. Elle a dit, je ne mets rien en scène. J'exprime ce que je ressens. J'ai répondu, tu utilises la parole d'une mère qui a cru perdre ses enfants pour te donner le beau rôle sur Instagram. Retire-la. Elle a répliqué, tu n'as pas à me dire ce que tu dois publier. J'ai répondu, tu as raison, je ne décide pas de ton compte. En revanche, si tu continues à publier sur moi, je m'assurerai que toute personne qui pose la question connaisse l'histoire complète. Le dîner. Le commentaire sur la sécurité civile. Le discours où tu me disais que je te freinais. Tout. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit, tu ne ferais pas ça. J'ai répondu, je n'ai pas envie de le faire. Mais j'en ai assez de te voir transformer ce qui s'est passé en marque personnelle.
Ces enfants ne sont pas du contenu. Cet incendie n'est pas du contenu. Et moi non plus. Elle a retiré la publication dans l'heure. Mais elle n'avait pas fini. Elle a changé de méthode une dernière fois, et celle-là, franchement, je ne l'avais pas vue venir. Elle a contacté un gars de ma caserne. Pas par voie officielle. En message privé sur Instagram. Elle a trouvé le compte d'un collègue plus jeune, un sapeur récemment titularisé qui était présent sur l'intervention, et elle lui a écrit pour lui demander ce qui s'était réellement passé pendant l'incendie. Elle lui a expliqué qu'elle s'inquiétait pour mon état psychologique et qu'elle voulait savoir si je me comportais différemment au travail. Le collègue, à son honneur, n'a pas alimenté la conversation. Il a fait une capture d'écran et l'a transmise à notre lieutenant. Mon lieutenant m'a convoqué dans son bureau, m'a montré les messages et m'a dit « Ton ex contacte les gars du centre à ton sujet. Cela s'arrête maintenant. » Je lui ai dit que j'allais régler cela. Je lui ai envoyé ce dernier message « Tu as contacté quelqu'un de ma caserne. Ce n'est pas acceptable. Ce sont des personnes avec qui je travaille et à qui je confie ma sécurité. Si tu recommences à contacter qui que ce soit dans mon centre de secours, je fais constater les faits, je dépose au minimum une main courante et, s'il le faut, une plainte pour harcèlement. Ce sera mon dernier message. » Elle a répondu « Je m'inquiétais pour toi, mais d'accord. Si tu veux écarter quelqu'un qui tient vraiment à toi, c'est ton problème. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai bloqué partout. Téléphone, Instagram, Facebook, tout. Ensuite, j'ai appelé mon ami ambulancier et je lui ai dit, si elle reprend contact avec toi ou avec ta femme, n'entre pas dans son jeu, préviens-moi simplement. Il m'a répondu, c'est déjà fait. Ma femme l'a bloqué hier après qu'elle a essayé de lui faire entendre raison. Troisième et dernier rebondissement. Cela fait maintenant environ 5 semaines que je l'ai bloqué. Voilà où tout cela a atterri. Sa réputation au travail a commencé à se fissurer. Pas à cause d'une action de ma part. À cause d'une chronologie qu'elle ne pouvait pas effacer. La collègue devant qui elle avait joué la compagne bouleversée a commencé à recouper les détails. C'est cette même collègue qui, la première, avait demandé « C'est toi qui sors avec ce pompier ?» Elle a fouillé dans les anciennes publications de mon ex et a remarqué quelque chose de très simple. Toutes les photos de nous avaient été archivées avant l'incendie. Toutes celles de la première année, celles avec les légendes du genre mon héros, avaient disparu. Les seules publications me concernant étaient précisément celles apparues après la diffusion du reportage. Quelqu'un au bureau l'a mentionné presque en passant, et l'observation a circulé. Les questions ont commencé. Pas des questions agressives. Plutôt ces petits doutes feutrés qui font plus de dégâts qu'un affrontement direct. Attends, elle n'avait pas dit qu'elle était célibataire au cocktail de Noël ? Quelques collègues qui étaient encore proches ont commencé à prendre leur distance. Pas de manière théâtrale. Juste ce refroidissement progressif qui se produit quand les gens comprennent que quelqu'un a soigneusement construit une version des faits qui ne tient pas. Son vice-président, celui qui avait soi-disant envie de me rencontrer à l'apéritif d'équipe, a apparemment glissé un commentaire lors d'une réunion sur l'importance de l'authenticité dans la gestion d'images. D'après le regard qu'il aurait lancé dans sa direction, ce n'était pas uniquement une remarque sur les comptes clients. Après cela, elle n'a plus parlé de moi au bureau. La famille que j'ai aidé à sortir, je veux en parler parce que c'est le point qui compte vraiment. Je suis allé voir les enfants à l'hôpital le lendemain de l'incendie. Leur mère m'a serré dans ses bras avec une force qui m'a presque coupé le souffle. La petite fille m'a offert un dessin de camion de pompiers. Il est scotché à l'intérieur de mon casier, au centre de secours. La fille de la dame âgée a envoyé une carte manuscrite à la caserne. Je l'ai lue dans le vestiaire et, honnêtement, j'ai dû m'asseoir une minute. C'est pour cela que je fais ce métier. Pas pour le passage aux informations. Pas pour les notifications. Pas pour une image. Pour le dessin accroché dans mon casier. L'attention médiatique s'est dissipée, ce qui m'allait très bien. 2 semaines après l'incendie, un journaliste a rappelé le centre pour demander si j'accepterais un entretien de suivi. J'ai refusé. Mon capitaine a fait une courte déclaration à ma place. Je ne suis pas fait pour les caméras. Je suis fait pour le travail. Mon ex a tenté un dernier contact environ 3 semaines après le blocage. Elle a trouvé mon adresse électronique personnelle, je ne sais toujours pas comment. Elle m'a envoyé un long courriel, 6 paragraphes environ. Je n'ai pas tout lu, mais j'en ai vu assez. Elle disait que j'avais changé.
que l'attention médiatique avait révélé chez moi un côté qu'elle ne reconnaissait pas. Qu'elle faisait le deuil de l'homme dont elle était tombée amoureuse, celui qui était, selon elle, humble et simple avant tout cela. Elle écrivait que les compliments m'étaient montés à la tête et qu'elle espérait que je retrouverais mon vrai moi. Je veux juste souligner l'absurdité du mécanisme. La femme qui m'avait dit que ma carrière la freinait m'expliquait maintenant que cette même carrière me rendait prétentieux. Quand j'étais invisible, je n'étais pas suffisant. Quand j'étais visible, j'étais devenu trop. Les critères ne s'étaient pas contentés de bouger. Ils avaient déménagé loin, avec les cartons et les meubles. Je n'ai pas répondu au courriel. Je l'ai marqué comme indésirable et je suis passé à autre chose. Par le bouche à oreille, parce que les amis communs existent encore même quand on préférerait l'éviter, j'ai appris qu'elle avait commencé à fréquenter quelqu'un environ 3 semaines plus tard. Un homme dans la technologie financière. Elle a publié une photo avec lui très rapidement. Chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Sa mère continue, paraît-il, à parler de moi dès qu'elle trouve une oreille disponible. Elle dit que j'ai utilisé les médias pour humilier sa fille, ce qui est assez remarquable quand on sait que je n'ai donné aucune interview personnelle sur notre histoire et qu'à l'écran il n'a jamais été question que de l'incendie. Elle dit aussi que je suis émotionnellement indisponible. Et là-dessus, elle n'a pas tout à fait tort. Je suis devenu émotionnellement indisponible pour sa fille en particulier. Je vis très bien avec ça. La partie honnête, et je vais être bref parce que je ne suis pas le plus à l'aise avec ce genre de choses, c'est que ce qu'elle m'a dit ce soir-là m'est resté plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Pas l'histoire de me freiner. Le noyau en dessous. L'idée que ce que je fais ne serait pas assez. Que se présenter, faire un métier difficile, utile, risqué, aider des gens quand le moment l'exige, cela ne compterait pas vraiment à moins d'être emballé dans un titre prestigieux et un salaire capable d'impressionner les convives d'un cocktail. Je sais que c'est faux. Je le sais profondément. Je le sais dans mes os. Mais quand la personne qu'on aime vous le dit, cela fissure quelque chose. Et les fissures mettent du temps à se refermer. Mon équipe a été solide. Les gars du centre ne parlent pas beaucoup de sentiments. Ce n'est pas vraiment comme cela que fonctionne une caserne. Mais ils sont présents à leur manière. Mon capitaine m'a pris à part après toute cette histoire et m'a demandé « Ça va ?» J'ai répondu « J'avance ». Il a dit « Bien. Maintenant, va vérifier le fourgon. » C'est une forme de thérapie de caserne. Je conduis toujours l'engin. Je fais toujours mes gardes de 24 heures. Je rentre toujours chez moi avec l'odeur de fumée sur les vêtements et je mange encore des restes froids à des horaires absurdes. Le travail n'a pas changé. Moi non plus, au fond. La seule différence, c'est que j'ai arrêté de laisser quelqu'un me faire croire que je devais avoir honte de faire quelque chose d'utile. La semaine dernière, la mère de la petite fille est passée à la caserne avec une boîte de biscuits maison aux pépites de chocolat. Sur le couvercle, la petite avait écrit au crayon « Merci de nous avoir sauvés. Vous avez été courageux. » J'ai gardé ce couvercle dans mon casier, à côté du dessin. Certaines personnes ont besoin d'un dîner chez un vice-président pour se sentir validées. Moi, j'ai une note écrite au crayon et un casier rempli de preuves que ce que je fais compte. Et, pour moi, c'est largement suffisant. Cela l'a toujours été. Commentaire, je crois qu'il y a des moments où l'on comprend enfin que se respecter soi-même n'est pas de l'orgueil, mais une forme de paix intérieure. Vous n'avez pas besoin d'être applaudi par tout le monde pour savoir que ce que vous faites a de la valeur. Quand une relation vous pousse à douter de votre dignité, poser une limite n'est pas un rejet de l'autre, c'est une protection de votre cœur. Je pense aussi que la vraie force ne se voit pas seulement dans les grandes actions, mais dans la façon de rester droit, calme et honnête quand on est blessé. Vous avez le droit de choisir les personnes qui vous regardent avec respect, même dans les jours ordinaires où personne d'autre ne vous remarque. La gentillesse ne consiste pas à tout supporter en silence, elle consiste aussi à ne pas laisser l'amertume vous transformer. Il faut parfois du temps pour guérir d'une parole injuste, mais cette guérison commence souvent le jour où l'on cesse de chercher sa valeur dans les yeux des autres. J'aimerais que vous reteniez qu'une vie solide se construit autant avec la responsabilité qu'avec la douceur que l'on s'accorde à soi-même. Choisir la paix, ce n'est pas fuir, c'est arrêter d'ouvrir sa porte à ceux qui nous abîment. Et si ce message peut rester avec vous aujourd'hui, j'espère que ce sera celui-ci, votre valeur existe déjà, même quand personne ne la valide à voix haute. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.